bienvenue à tous pour cette présentation. Donc, j'ai entendu que c'était un sujet qui vous intéresse, donc j'ai essayé de préparer des informations pour partager avec vous. Je crois que ce sera probablement facile de garder vos questions jusqu'à la fin, mais si vous voulez les écrire, n'hésitez pas de les écrire, mais on va regarder toutes les questions à la fin pour garder le contenu de la présentation. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je suis au centre de vieillissement de McGill et je travaille surtout avec des familles où il y a l'Alzheimer's précoce ou autres familles où il y a des questions de conditions, troubles neurocognitifs qui peuvent être héréditaires. Donc, pour parler de les tests génétiques, l'aspect héréditaire possible. Donc, la question que je veux répondre aujourd'hui, c'est quel rôle est-ce que nos gènes jouent dans les troubles neurocognitifs? Donc, on va regarder les facteurs de risque associés avec la maladie d'Alzheimer's. Et répondre à la question, est-ce que les facteurs génétiques sont impliqués avec la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs? Et regarder le test génétique. Quand considérer un test génétique, quelle sorte de test est-ce qu'il y a? Et je parle surtout dans cette partie de la présentation de la maladie d'Alzheimer's, mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs formes de troubles neurocognitifs majeurs, héréditaires et non héréditaires. C'est juste que ça inclut la dégénération frontotemporale, la maladie de corps de Lewy, la maladie de Huntington. C'est juste que la maladie d'Alzheimer's représente la grande majorité de ces sortes de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, quels sont les facteurs de risque associés avec la maladie d'Alzheimer's? Nous pouvons parler de facteurs de risque non modifiables, des facteurs de risque modifiables et autres types de facteurs de risque. Quand on parle de facteurs de risque non modifiables, on peut parler de l'âge, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas changer notre âge, notre histoire familiale, notre bagage génétique, notre sexe et autres conditions médicales qui peuvent donner un risque peut-être plus élevé de maladie d'Alzheimer's, comme la maladie de Parkinson, sclérose en plaques, maladie rénale chronique, le VIH et la trisomie 21. Bien sûr, parce qu'on parle de l'histoire familiale et nos gènes, un des facteurs de risque non modifiables, c'est notre génétique. Quand nous parlons de facteurs de risque modifiables, on peut parler de nos habitudes de vie au niveau de si on fume des cigarettes, est-ce qu'on a l'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé, est-ce qu'on a le surpoids, est-ce qu'il y a un manque d'activité physique. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent être modifiées avec des comportements différents. Il y a autres facteurs de risque aussi au niveau d'alcool, au niveau de scolarité moins élevé, dépression, traumatisme à la tête. Toutes ces choses aussi peuvent donner des risques pour la maladie d'Alzheimer's. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques impliqués dans la maladie d'Alzheimer's et autres troubles neurocognitifs? La réponse c'est oui. Mais si on regarde des types, par exemple, de maladie d'Alzheimer's, la grande majorité, ici en rose foncé, c'est des formes d'Alzheimer's sporadiques. Sporadique qui veut dire que c'est la première personne dans une famille, il n'y a pas d'histoire familiale de cette condition. Par contre, un autre 20% représente une forme de maladie d'Alzheimer's tardif, donc où il y a plus qu'une personne dans la famille qui présente la maladie d'Alzheimer's, mais après l'âge de 65 ans. Et une toute petite portion où on parle d'une maladie d'Alzheimer's avec présentation précoce qui peut être familiale aussi. Donc, on va regarder les 3 types de maladies d'Alzheimer's que je viens de décrire. Comme j'ai dit, la maladie de le type sporadique, qui veut dire qu'il n'y a pas d'histoire familiale, ça arrive la première fois chez une personne. C'est quand même la majorité des personnes avec Alzheimer's. La majorité, c'est présentation tardive, mais nous avons aussi des personnes qui présentent précoce. Donc, pour nous, précoce veut dire des symptômes avant l'âge de 65 ans. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement héréditaire ou non héréditaire, c'est juste qu'on ne voit pas nécessairement une histoire familiale. Quand nous parlons de risque dans la population générale, pour n'importe qui dans la population générale sans histoire familiale, le risque pour nous tous, c'est 10 à 12% si on vit assez longtemps et on parle de
si on achève l'âge de 80 ans. Donc, c'est quand même quelque chose assez fréquent. Vous pouvez voir avec les sortes de facteurs que je viens de parler que nous avons tous des facteurs qui peuvent influencer notre risque de cette condition. La façon que j'explique la maladie d'Alzheimer's sporadique, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont associés avec ça. Et si dans mes images, les petites boules en jaune représentent des facteurs génétiques et les boules en rouge représentent des facteurs environnementaux ou autres que génétiques. Donc, on peut voir que une personne qui a juste des facteurs génétiques va pas nécessairement présenter des symptômes. Si on a quelques facteurs génétiques, quelques facteurs environnementaux, on le présente. Mais quand notre verre, ça c'est comme, imagine ça comme des boules de ping-pong dans un verre, quand ça déborde de facteurs, à ce moment, on présente des symptômes de maladie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hérédité ou ce qu'on appelle de multifactoriel. Donc, il y a multiples facteurs, pas juste quelque chose de génétique, pas juste quelque chose d'environnemental. Quand nous parlons de la maladie d'Alzheimer's familiale, mais tardive, donc il y a une histoire familiale de maladie chez plusieurs membres de la famille, ça représente entre 15 et 25% des personnes avec la maladie d'Alzheimer's. Dans ce cas-là, on sait que le risque pour les membres de famille de premier degré, donc quand on parle de premier degré, on parle de les enfants et des frères et sœurs de la personne avec la condition. Le risque, c'est plus élevé que la population générale, qui était à 10 à 12%. Donc, le risque, c'est entre 15 et 39%. Donc, 2 à 4 fois le risque de la population générale. Et l'explication que j'utilise pour ça, c'est une hérédité complexe avec multiples facteurs. Et c'est juste encore une combinaison des facteurs génétiques et environnementaux. Et c'est juste, on peut voir qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas beaucoup de facteurs génétiques, autres personnes qui ont un niveau modéré de facteurs génétiques et autres personnes avec plusieurs facteurs génétiques. Et par contre, toutes seules, les facteurs génétiques ne causent pas l'Alzheimer. Ça prend une combinaison des facteurs génétiques et environnementaux. Donc, le verre commence à déborder à ce moment. Et ça, c'est quelqu'un qui est atteint de la condition. Et la raison qu'on voit plusieurs personnes dans la famille, c'est que la génétique est partagée. Une autre façon de regarder ça, c'est on peut imaginer que nous avons chacune plusieurs facteurs génétiques et plusieurs facteurs environnementaux. Donc ici, on regarde deux personnes, une mère et un père. Chacune ont 5 facteurs génétiques. Et on sait que le chiffre magique pour mon diagramme ici, c'est qu'il faut avoir 18 facteurs environnementaux et génétiques ensemble pour avoir assez de facteurs pour présenter la maladie d'Alzheimer's ou trouble neurocognitif. Donc, vous voyez que ni le mère ni le père ont assez de facteurs pour présenter la condition, donc ils ne sont pas atteints. Mais on sait qu'ils ne peuvent pas passer les facteurs environnementaux à leurs enfants, mais ils peuvent passer les facteurs jaunes. Un premier enfant a 5 facteurs génétiques, mais il n'y a pas assez de facteurs pour présenter. Mais la deuxième personne a eu 5 facteurs génétiques d'un parent et on peut avoir des facteurs génétiques de chacun des parents et chacun des parents peut passer 1, 2, 3, 4 ou 5 facteurs génétiques. Donc, la deuxième personne ici a eu 10 facteurs génétiques qui toute seule ne va pas causer la condition, mais avec des autres facteurs environnementaux, oui, ça peut causer ça. Donc, cette personne, c'est une personne qui a le trouble neurocognitif. Et on peut avoir plusieurs combinaisons. On peut avoir autres personnes qui ont reçu les facteurs génétiques, les 10 facteurs génétiques, mais si les facteurs environnementaux ne sont pas là aussi, la personne ne présente pas des symptômes. C'est juste une idée de comment les conditions multifactorielles peuvent se présenter. Donc, c'est pas juste un facteur, c'est multiples facteurs qui doivent être présents pour que la condition est présente chez une personne. Donc, quand on parle d'une maladie d'Alzheimer's familiale précoce, ça, c'est une condition beaucoup plus rare, mais beaucoup plus fortement génétique. C'est rare, c'est seulement présent chez 1 à 5% de la population avec Alzheimer's.
Et c'est défini par la présence d'au moins 3 membres de la famille atteints de la maladie avant l'âge de 65 ans sur 2 générations. Donc, quand on fait des investigations dans les familles qui ont ces caractéristiques, chez à peu près 40 à 80%, on est capable de trouver un changement dans un gène. Et il y a 3 gènes qu'on regarde pour cette condition, le PCN1, le PCN2 et la APP. Parce que ça, c'est une condition fortement génétique, les risques pour les membres de famille de premier degré sont jusqu'à 50% d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et juste parce qu'on peut parler des formes de dégénération frontotemporale qui peuvent être héréditaires aussi, j'ai voulu juste mentionner cette condition aussi. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a une grande partie de cette condition où c'est sporadique. Ça arrive pour la première fois chez quelqu'un. Et des fois, même si c'est sporadique, il y a un petit pourcentage, 7-6% ici, qui peuvent quand même être génétiques. Si on fait un test génétique, on peut trouver des facteurs génétiques. Il y a des formes qui peuvent être familiales, donc en mauve, et une partie, le 24% ici, quand même une partie assez importante. Si on trouve que la condition est présente chez plusieurs personnes dans la famille, on a une probabilité beaucoup plus élevée de présenter, de trouver un facteur génétique. Donc, quand même, c'est une somme assez importante de formes fortement génétiques. Et cette condition, c'est caractérisé par une présentation des symptômes beaucoup plus jeunes, avec la majorité présentée avec un diagnostic vers l'âge de 45 à 56 ans. C'est les hommes et les femmes qui peuvent être atteintes. Et encore, chez une grande majorité de personnes où il y a la forme héréditaire, 60%, il y a 3 gènes spécifiques. La majorité, c'est dans ces 3 gènes-là. Mais il y a d'autres gènes qu'on peut voir aussi. Encore, parce que ça, c'est une condition plus fortement héréditaire, les risques pour les membres de famille de premier degré sont jusqu'à 50%. Et nous allons regarder pourquoi maintenant. Donc, excusez-moi. C'est pour le génétique 101 qu'on fait maintenant. Donc, on sait que notre corps, c'est fait de des milliers et milliers de cellules. Et dans le centre de notre cellule, nous avons notre information génétique. On parle souvent des chromosomes. Les chromosomes, c'est juste des paquets d'ADN. Donc, si on prend un chromosome, on le démêle, c'est une longue chaîne d'ADN. Et l'ADN, c'est fait de plusieurs bases, donc des lettres, tout attachées ensemble. Et si nous regardons une sorte d'analogie, on peut dire que toute notre bagage génétique, c'est un peu comme un livre, le livre qui vous représente. Les chromosomes sont un peu comme des chapitres dans le livre. Et chaque gène que nous avons, c'est une phrase très spécifique. Donc, c'est écrit de façon spécifique dans les lettres. Et donc, on peut dire que essentiellement, si on change une lettre dans une phrase, ça change énormément le sens de cette phrase. Si on regarde ici, si on change la lettre T pour un R, le sens de la phrase est très différent. Donc, chaque changement comme ça, ce changement dans une lettre, ça s'appelle une mutation. Donc, on peut avoir plusieurs types de mutations dans nos gènes qui causent le gène de ne pas être fonctionnel. Et si on retourne à c'est quoi le but de nos gènes, les gènes sont effectivement une recette pour une protéine. Donc, chaque gène que nous avons, c'est une recette pour une protéine très spécifique dans le corps qui a une fonction très spécifique. Donc, s'il y a une mutation dans un gène, la protéine qui est faite n'est pas la même et la fonction n'est pas accomplie par la protéine. L'analogie que j'utilise, c'est voilà une recette pour un gâteau. Donc, au lieu d'une recette pour une protéine, si on change une petite partie de la recette, une quart de cuillerée à thé de sel, au lieu à une quart de tasse de sel, ça va changer énormément notre recette. Et donc, la protéine faite par un gène peut être très différente et peut nuire à notre santé. Donc, ici, on regarde ici une première chaîne d'ADN, une partie d'un gène. Et normalement, ce qu'on voit, c'est une lettre ou un nucléotide vert. Mais quand il y a une mutation, une altération dans ce gène, ça change à quelque chose qui est plutôt jaune ici. Ça, c'est la mutation
qui cause une maladie. Parce qu'on a toujours deux copies de chaque gène, une copie de notre mère et l'autre de notre père, on a toujours trois combinaisons possibles de ces sortes de gènes. Donc, on peut avoir, en général, on a deux copies des gènes sans des mutations causales. Et on peut avoir une gène avec une mutation causale et l'autre sans la mutation. Ou on peut avoir deux gènes avec des mutations causales. La réalité avec les conditions qu'on parle aujourd'hui, ces mutations sont très rares. Donc, c'est très rare d'avoir quelqu'un avec deux changements génétiques et probablement ça causera une forme très, très, très sévère. Donc, on ne le voit pas. Donc, on va juste parler des personnes sans mutation causale et une personne qui a une mutation causale et l'autre qui n'a pas une mutation. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on voit dans un arbre généalogique. Donc, sur cet arbre généalogique, je commence dans la génération plus haut. Ça, c'est les grands-parents et un des grands-parents a la condition. Donc, on peut voir que ça peut être passé à et ici, pour mon exemple, les carrés sont les hommes et les cercles, c'est les femmes. Ce couple-là peut avoir des enfants, femmes ou hommes, avec la condition ou sans la condition. Mais c'est seulement dans les branches où le gène est passé que les générations suivantes peuvent l'avoir. Quand le gène n'a pas été passé, les générations suivantes, en général, n'ont pas cette mutation. Donc ça, c'est un peu une image de ce qu'on voit souvent dans les histoires familiales, des conditions dominantes, comme la maladie d'Alzheimer précoce ou la maladie, la dégénération frontotemporale héréditaire. Donc, notre petit exemple, pour montrer comment est-ce que c'est passé à des enfants. Donc, si on a un exemple d'un père qui a une mutation avec une gène avec une mutation, l'autre n'a pas, la mère a deux mutations sans mutation, le père peut passer sa mutation pour cette condition à ses garçons ou à ses filles. C'est pas du tout lié au sexe. Et où il peut passer l'autre gène à ses filles ou ses garçons. Donc, il peut avoir des enfants avec la même condition que lui ou sans la condition. Effectivement, à chaque génération, si la mutation est là, c'est 50% de risque que c'est passé à la prochaine génération pour chaque grossesse. Voilà. Donc, fini de la génétique 101 pour l'instant, avant vos questions. On va maintenant regarder les tests génétiques. Quand est-ce qu'on considère une test génétique? Qu'est-ce que c'est quelle sorte de test génétique est-ce qu'on peut considérer? Donc, quelle sorte de test existe pour des troubles neurocognitifs majeurs? Nous pouvons parler d'un test génétique pour une personne atteinte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un test diagnostique. On peut parler d'un test pour un membre de famille non atteinte. On appelle ça un test plutôt prédictif ou présymptomatique. Ou on peut parler des tests pour des facteurs génétiques qui sont non diagnostiques. Mais si on a ces facteurs, ça peut montrer un risque plus ou moins élevé de troubles neurocognitifs majeurs. Et ça, c'est plutôt un test de probabilité. On va regarder chacun de ces tests. Donc, quand nous voyons qu'il y a une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur, dépendant sur l'âge de présentation de la personne et l'histoire familiale, des fois, pas toujours, on peut considérer un test pour voir est-ce qu'il y a un facteur génétique derrière ce diagnostic. Et l'utilité de ce test si on peut confirmer un diagnostic, on peut dire, OK, voilà, on sait qu'il y a des symptômes présents et voilà, ça représente une dégénération frontotemporale parce que c'est cette gène qu'on a trouvé. Ça donne l'explication pour la condition chez la personne. Avec cette information, des fois, ça peut clarifier des options de traitement ou possiblement des essais cliniques qui peuvent être utiles pour cette personne. Si on trouve une mutation clairement causale, des tests génétiques peuvent être considérés pour autres membres de la famille de cette personne, ses frères et ses sœurs et ses enfants. Par contre, si on fait un test pour une personne atteinte et on ne trouve pas de mutation causale, on ne peut pas complètement exclure une cause héréditaire, mais souvent, parce qu'on a testé beaucoup de gènes, on a réduit le risque énormément. Mais on ne peut pas tester autres personnes dans une famille parce que on peut seulement tester avec une test génétique, on peut seulement utiliser une test génétique si quelqu'un a la condition. Donc, quand on parle des tests pour un membre de famille, ça veut dire qu'au moins une personne dans la famille a été testée et on a trouvé une mutation causale de ce trouble neurocognitif majeur.
Donc, si on teste un membre de la famille, un test montrant la présence de la mutation familiale confirme que cette autre personne dans la famille est à risque de présenter des troubles neurocognitifs majeurs aussi, et qu'autres membres de sa famille sont aussi à risque, comme ses enfants ou sa fratrie. Par contre, un test pour un membre de famille qui montre l'absence de la mutation familiale indique que cette personne n'est pas à risque élevé de présenter de troubles neurocognitifs majeurs. Donc, si on regarde un peu les pour et contre les limites de les tests génétiques, une des considérations, les pour un test génétique, ça peut réduire l'incertitude au sujet de votre santé. Pour une personne qui est atteinte, si on a une compréhension de comment est-ce que c'est arrivé, ça peut enlever cette incertitude, pourquoi est-ce que j'ai cette condition. Pour un membre de famille, ça peut réduire l'incertitude de leur propre risque si on fait le test, parce qu'on va savoir s'ils ont le gène et ont le risque, ou s'ils n'ont pas le gène, donc ne sont pas à risque. Ça peut aider les médecins de les personnes testées à faire des recommandations de traitement ou si suivi approprié. Ça peut des fois aider à prendre des décisions sur votre suivi ou la prévention ou les habitudes de vie. Ça peut faciliter une analyse génétique et prise en charge pour autres personnes dans votre famille aussi. Si on regarde les contre, les raisons que les gens disent, voilà, peut-être je ne veux pas faire ce test, on ne peut pas être 100% certaine que l'incertitude sera résolue. Si on fait un test pour une personne atteinte, on ne va peut-être pas trouver une explication très, très claire. Des fois, de connaître les résultats peut vous mener à développer des sentiments de culpabilité, de colère, d'anxiété ou de dépression. C'est certain que ça peut être fort l'information qu'on trouve avec un test. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de le test et pourquoi le faire ou pourquoi ne pas faire avant que vous sautez dans ça. Il y a toujours la possibilité que vos résultats ne restent pas complètement confidentiels dans la famille. C'est certain que c'est votre choix de partager votre résultat ou non. Et on parle aussi avec des tierces parties comme les assurances ou les employeurs. La réalité, c'est qu'il y a une loi au Canada qui protège l'information génétique. Une compagnie d'assurance n'a pas le droit de regarder des informations génétiques pour ajuster des prix. Donc, cette loi est assez récente. Nous avons attendu assez longtemps au Canada pour l'avoir, mais il y a des lois similaires aux États-Unis et dans les pays en Europe aussi. On parle des fois que des analyses génétiques peuvent révéler des secrets familiaux inattendus, comme une adoption non déclarée ou non-paternité. La réalité, c'est qu'avec les sortes de tests que nous faisons pour les conditions qu'on voit, c'est presque impossible de voir ça parce qu'on regarde juste les gènes pertinentes et on regarde juste si un gène est présent ou absent chez un membre de famille, pas le pourquoi que c'est présent ou absent. Donc, la réalité, c'est que pour ces conditions, c'est non existant le risque de révéler des secrets familiaux parce qu'on regarde juste le gène, on ne regarde pas autre gène. Et on mentionne toujours les coûts engendrés par ces tests parce que beaucoup de fois, si ces tests sont faits, par exemple, pour un patient qui vit aux États-Unis, c'est peut-être pas couvert par l'assurance maladie. Ici, en général, les tests sont couverts par l'assurance maladie. Si nous regardons les limites d'un test, c'est certain qu'un test génétique ne peut pas vous dire tout à propos des maladies héréditaires. Ce n'est pas une boule de cristal qui prédit tout. Si on trouve un résultat génétique et il n'y a pas de mutation causale trouvée dans les gènes testés, c'est pas impossible qu'il y ait autre gènes qu'on n'a pas découvert encore ou autre type de mutation que nos tests ne peuvent pas détecter. Donc, ça ne peut pas complètement éliminer une forme héréditaire, mais ça peut les réduire énormément. Même si on trouve une mutation, la présence d'une mutation chez une personne, un membre de la famille, par exemple, ne peut pas dire si la condition se manifeste présentement, quand la condition va se manifester à l'avenir, le niveau de sévérité auquel la condition va manifester, ou si la condition a été ou sera transmise à ses descendants. C'est important à souligner que autres facteurs non génétiques peuvent aussi contribuer à l'augmentation des risques d'une condition ou des fois à réduction des risques. Peut-être qu'on a des facteurs préventatifs ou protectifs pour des maladies, des troubles cognitifs majeurs.
Donc, les questions sont quand est-ce qu'on offre des tests génétiques pour ces conditions? C'est des conditions plutôt rares, des troubles neurocognitifs majeurs héréditaires. Et c'est très important de considérer quand offrir ces tests. Et on a connu le gène pour la maladie de Huntington depuis longtemps, donc nos réponses sont un peu modelées sur ça. Effectivement, le test, on considère que le test doit être proposé uniquement aux personnes majeures. Donc, on ne l'offre pas avant l'âge de 18 ans. La décision de passer le test doit être volontaire, sans coercion d'un médecin ou de membre de famille, et fondée sur un consentement éclairé de la personne en question. Donc, ça doit être le choix personnel de la personne de faire ce test. Aucun test doit être proposé sans un conseil approprié et un soutien professionnel. C'est super important d'avoir ce qu'on appelle le consentement éclairé et de comprendre le test, qu'est-ce que le test peut dire et pas dire, qu'est-ce que ça peut dire. Donc, c'est super important. Aucune personne ne doit être victime de la discrimination suite à un test. Donc, ça, c'est des choses qu'on prend au sérieux. Un test doit être remis au plus tard si on trouve que ça entraîne un risque psychosocial. Donc, c'est quelque chose on parle de ces tests, on veut que c'est quelque chose qui sera utile pour la personne, pour la planification de sa vie. Donc, on regarde, on parle beaucoup avant de faire un test. Et finalement, les résultats de test doivent demeurer confidentiels et appartiennent vraiment à la personne qui fait le test. Et aucun professionnel a le droit de communiquer ces informations à un tiers. Surtout si la personne est toujours vivante. C'est certain que si une personne est décédée, on a fait le test avant qu'elle est décédée, on peut toujours la question est toujours là, qui a le droit d'avoir ces informations? Et je crois que la réalité, c'est que même si la personne en vie n'a pas voulu partager l'information, si l'information est importante pour la santé d'autres personnes dans la famille, c'est quand même à discuter. C'est quand même si une confidentialité peut être brisée à ce moment. Donc, quand on regarde les motivations des personnes de faire un test génétique, ça, c'est plusieurs choses prises dans les articles. C'est certain que la présence des symptômes peut être une des causes. Des fois, d'apprendre son risque personnel et réduire l'incertitude, apprendre des risques pour les enfants ou pour autres personnes dans la famille. Des fois, pour sentir rassuré parce qu'on comprend la condition, que la condition est présente et on comprend qu'est-ce que ça veut dire, ou sentir rassuré parce qu'on n'a pas la mutation familiale. Comprendre les options médicales au niveau de surveillance, prévention et intervention possibles. Planifier pour l'avenir, avancer la recherche ou avoir accès aux risques cliniques. Et des fois, c'est la vie d'autres personnes, le médecin ou le membre de famille ou ami. En général, ce qu'on voit pour des familles où il y a un trouble neurocognitif majeur héréditaire, c'est plutôt la présence des symptômes ou les gens qui peuvent planifier pour l'avenir ou sont prêts à donner à la recherche ou avoir accès aux essais cliniques. Ça, c'est des raisons en général que les gens sont motivés à faire le test. Si on regarde les raisons pour les gens de décliner le test, c'est certain qu'on peut être inquiet au niveau de l'impact émotif pour nous-mêmes et pour les membres de notre famille. Des fois, des gens disent qu'ils ont une capacité de vivre avec un risque élevé sans tester. Chaque personne est différente. Des fois, on peut préférer de remettre une décision de tester plus tard dans la vie, donc peut-être après qu'une famille est complétée, quand nos enfants sont rendus adultes. On peut être bien préoccupé avec d'autres enjeux psychosociaux dans notre vie pour pas pouvoir tester. Et on peut parler de bénéfices incertains. Et donc, c'est peut-être pour nous, si c'est trop incertain, on veut pas tester ou avoir ces informations. Inquiétude pour les assurances, et je vous ai déjà mentionné ça. Manque de confiance dans la médecine ou un avis d'un médecin. Donc, ça, c'est des choses différentes et notre approche est différente dépendant de qui nous sommes. Donc, c'est certain que je vais mentionner un peu les communications intrafamiliales. Quand il y a un facteur génétique assez fort, comme pour la maladie d'Alzheimer précoce ou pour la dégénération frontotemporale héréditaire,
c'est certain que de parler de ces choses dans une famille, c'est tard. Et ça, c'est juste mes images. Chaque famille est différente. On a chacun des façons différentes de réagir et de parler avec nos familles ou de ne pas parler avec notre famille. Donc, il n'y a pas une règle. Par contre, il y a des choses qui peuvent être des influences ou des obstacles ou des facilités quand on parle de parler à un sujet difficile chez une famille. Ça peut dépendre sur la relation entre les membres de la famille. Est-ce que c'est des relations proches ou est-ce qu'il y a des tensions? Ça peut dépendre sur la perception de l'importance d'information. Donc, des fois, on ne comprend pas que parce que c'est présent dans notre famille, on ne veut pas parler avec d'autres personnes dans la famille, mais ça peut avoir des implications pour nos cousins aussi, par exemple. Ça dépend beaucoup sur l'expérience de la famille. Est-ce qu'on a vu quelqu'un vivre avec cette condition? Comment est-ce qu'on a réagi à ça? Est-ce que c'était traumatique pour la famille de voir ça? Est-ce qu'on est tellement jeune qu'on n'a jamais vu ça? Donc, ça dépend beaucoup sur l'expérience et chacune de nous sont différentes. Des fois, il y a des règles et des habitudes différentes pour la communication dans une famille. Et voilà, oui, c'est toujours tel qui communique des choses dans la famille, donc on va parler avec elle, c'est elle qui va le faire. Chacune de nos familles sont différentes. C'est certain que ces conditions sont des conditions difficiles. Le déni, donc des familles peuvent être dans le déni pour dire « Oh, je ne suis pas à risque, c'est quand même loin de ma famille » ou la personne elle-même avec la condition peut être en déni que la condition est présente. Donc, ça peut être un obstacle à communiquer dans la famille. Et des fois, ça peut être des événements chez la famille, des mariages, des moments où on décide de fournir une famille, ou le début de symptômes ou un nouveau diagnostic qui sont peut-être des moments où on peut dire, OK, peut-être ça c'est le moment d'ouvrir une porte ou pas, de parler de cette condition. Et j'ai voulu mentionner la communication aux enfants parce que je trouve que c'est quand même assez important. La majorité des personnes dans la littérature, quand on regarde ça, la majorité des personnes dans la littérature et avec les familles que nous voyons, tout le monde trouve que c'est très difficile et ça cause beaucoup d'inquiétude de penser à communiquer à leurs enfants. Ça dépend sur beaucoup de choses. Est-ce que l'enfant est conscient de la condition, de qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est héréditaire ou non. Et ça peut dépendre beaucoup sur le moment de vie de l'enfant aussi. Je trouve que souvent, ça dépend si un enfant demande des questions. Et est-ce qu'on sait qu'on doit demander ces questions? Donc, pour dire que je comprends très bien que la communication féminine peut être très, très difficile. C'est un défi énorme. Voilà. Donc, on a parlé des tests génétiques pour une personne atteinte et des tests génétiques pour un membre de famille quand il y a une forme clairement héréditaire trouvée. Et maintenant, je vais toucher rapidement sur des tests de probabilité. Donc, ça, ce n'est pas des tests diagnostiques de tout. C'est des tests de deux choses qu'on va parler, le ApoE et le score polygénique. Donc, peut-être que quelques-uns de vous ont déjà entendu parler. La ApoE, c'est un gène. Et on peut voir, il y a trois formes de ce gène, le 2, le 3 ou le 4. Ce qu'on sait, c'est que si on a le plus de ApoE4 qu'on a, le plus de risque que nous avons d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et le plus de ApoE2 que nous avons, ça réduit notre risque. Mais ce n'est pas fortement génétique. Ça veut dire que toute seule, la ApoE44 n'est pas assez toute seule pour causer la maladie d'Alzheimer parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont les deux qui ne vont jamais développer l'Alzheimer. Donc, c'est un indicateur de risque seulement. Et nous avons plein de personnes avec ApoE2 et 3 qui pourraient quand même développer l'Alzheimer. Mais c'est souvent parlé, donc j'ai voulu juste le mentionner. On utilise ce test, mais ce n'est pas le test pour l'Alzheimer non plus. Mais c'est quelque chose qui est peut-être un dans plusieurs tests qui peuvent être considérés, mais c'est souvent offert à des personnes qui ont un diagnostic suspect pour voir est-ce que ça, c'est possiblement une des influences derrière leur diagnostic. L'autre test que je voulais vous parler, c'est un test qui, vraiment, au niveau clinique, n'existe pas à ce moment, mais c'est en développement. On appelle ça un score polygénique. Poly veut dire plusieurs, et gènes, c'est les gènes. Donc, il y a beaucoup de gènes, beaucoup de petits changements génétiques, petits changements de lettres, qui toutes seules ne sont pas importants, mais quand on met beaucoup ensemble,
dépendant sur le type de changement, ça peut nous donner une idée de notre risque. Donc, c'est des scores polygéniques. C'est pas seulement pour la maladie d'Alzheimer, c'est des troubles neurocognitifs majeurs. On parle de faire des scores polygéniques pour le risque de cancer de sein, par exemple, ou le risque de problèmes cardiaques. Donc, on utilise beaucoup de marqueurs génétiques pour trouver une réponse qui nous indique est-ce que nous sommes à un risque moins élevé d'une condition, un risque modéré d'une condition, ou est-ce que nous sommes à un risque élevé d'une condition. Les raisons de considérer ça, c'est si nous savons que nous avons un certain risque et ça, c'est des facteurs de risque génétique. En polygénique, c'est juste des facteurs génétiques, mais on peut aussi regarder les facteurs environnementaux aussi. Donc, si on sait qu'une personne a un certain risque génétique, et on va certainement ajouter autres facteurs environnementaux. La raison de faire un test comme ça, c'est si on sait qu'une personne peut être à un risque plus élevé. Peut-être il y a des changements au niveau de style de vie que cette personne peut faire pour ne jamais atteindre le niveau de risque de la maladie. Mais si on ne prend pas ces mesures préventatives, la condition de maladie va se présenter. Donc ça, c'est les raisons derrière une sorte de test polygénique, c'est pour dire est-ce qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un risque plus élevé, c'est pas un diagnostic d'une condition, c'est pas certain qu'on va avoir cette condition, mais si on sait qu'on est à un risque élevé, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour réduire ce risque? Je souligne encore que ce type de test n'est pas présentement concluant et c'est pas vraiment utilisé hors la recherche, mais on commence à parler beaucoup de ça, comme j'ai dit, en plusieurs milieux médicaux. Et donc, c'est quelque chose que vous allez peut-être entendre parler. Voilà, donc c'est un peu ça que j'ai voulu parler. Donc, pour conclure, j'ai quelques points clés que je veux que vous reteniez. Donc, numéro 1, il y a multiples facteurs impliqués dans la présentation de troubles neurocognitifs, génétiques et non génétiques. Donc, c'est pas tout génétique, c'est certain. Et effectivement, si nous sommes au courant de ça, peut-être on peut évaluer des risques. Les formes de troubles neurocognitifs héréditaires, fortement héréditaires, sont quand même assez rares. Et c'est souvent quand on voit une histoire familiale de plusieurs personnes avec la même sorte de conditions dans la famille ou une condition similaire qu'on commence à penser à ça. Ou on voit une manifestation précoce de la condition. Ça, c'est des signes qui nous disent, ah, peut-être que ça, c'est des situations où on doit considérer si c'est héréditaire ou non, parce que ça peut être utile pour la personne et sa famille. Finalement, nos connaissances dans ce milieu sont en évolution constante. On sait beaucoup plus que maintenant qu'on savait il y a 5 ans qu'il y avait 10 ans et on va comprendre beaucoup plus en 5 ans et en 10 ans. Et peut-être on va avoir des meilleures façons d'évaluer nos risques, de comprendre les causes de ces conditions et peut-être il y aura plus de traitements ou interventions qu'on peut offrir. Donc, ce que je suggère, c'est que des familles où il y a des conditions comme ça, je suggère que vous maintenez contact avec des cliniques ou centres spécialisés comme le nôtre, des associations, des fois il y a des associations spécifiques pour ces conditions, et des groupes de soutien comme le vôtre que Mallory organise pour vous. Comme ça, vous êtes au courant s'il y a des changements ou informations qui peuvent être partagées avec vous.